Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co consacrée aux plateformes de streaming et aux séries, mais aussi aux chaînes de télé, puisqu'aujourd'hui on va parler de séries dont on n'a pas beaucoup parlé la première saison et pas depuis le début de l'année. Ce sont les feuilletons quotidiens. Alors si je vous dis quelques noms, vous allez forcément voir tout de suite ce que c'est. Plus belle la vie, Demain nous appartient, Ici tout commence, Un si grand soleil. Ce sont toutes ces séries qui comptent des milliers d'épisodes pour certaines et qui rythment le quotidien de millions de Français avec des cases fixes, des rendez-vous bien connus pour les fans et qu'on retrouve désormais forcément sur les plateformes de streaming, puisque vous le savez, les chaînes de télé maintenant basculent vers des plateformes, TF1+, M6+, France.tv est une plateforme aussi. Et donc on va vous raconter aujourd'hui les coulisses de ces séries à succès. Vous allez voir, c'est beaucoup de boulot. Et pour ça, j'ai deux invités qui vont tout nous dire, puisqu'ils savent tout de tout ça. Tout d'abord, Stéphanie Brémond. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous êtes donc la directrice générale adjointe en charge des feuilletons et des séries longues chez Newen France. Alors Newen, ça parle peut-être pas forcément au grand public quand je dis ça comme ça. Vous êtes derrière quel feuilleton ? Alors Clément, en fait, Newen est une entreprise audiovisuelle et en fait nous produisons, en ce qui concerne les feuilletons, 3 feuilletons aujourd'hui. Demain nous appartient, Ici tout commence et Plus belle la vie, encore plus belle. Donc les feuilletons du groupe TF1. Les feuilletons du groupe TF1, tout à fait. Eh bien, vous allez nous raconter comment vous produisez tous ces feuilletons dans un instant. Le temps juste de présenter mon deuxième invité, c'est Alexandre Letraine. Salut Alex. Salut Clément. Alexandre, journaliste, animateur de la loi des séries sur VL. Et n'ayons pas peur de le dire, des plus grands spécialistes des séries françaises. Voilà, je le dis. Dis-le. Il me fallait l'un des meilleurs pour parler de tout ça, pour construire cette émission, m'aider à cheminer dans les arcanes des feuilletons quotidiens. C'est notre débat de la semaine. Allez, on plonge direct dans cet univers riche en émotions, en rebondissements. Les scénarios des feuilletons quotidiens sont bien remplis et pour cause, il faut un épisode par jour, tous les jours. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de fête de Noël, il n'y a pas de vacances d'été pour les feuilletons quotidiens. Tout le monde est là. Alex, je vais peut-être faire un petit tour de la question avec toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Un feuilleton quotidien, est-ce que ça va plus loin que juste c'est une série avec un épisode par jour ? Ah oui, c'est un genre qui est assez codifié entre guillemets. Il faut effectivement un épisode par jour, mais donc pour avoir un épisode par jour, c'est-à-dire, on se rend pas compte, mais 260 épisodes par an, il faut donc un ensemble d'un casting assez copieux. Là où une série traditionnelle peut monter jusqu'à 7-8 personnages principaux, pour un feuilleton quotidien, il en faut une trentaine, parce qu'il faut qu'ils puissent tourner au sein d'arches, qu'ils puissent se reposer, qu'on puisse faire tourner les personnages. Il y a une typologie aussi des intrigues. Alors chez nous, c'est un peu orienté sur le polar, mais il y a aussi des questions sociétales. Ça a été la marque de fabrique de Plus belle la vie pendant très longtemps. Donc voilà, c'est une espèce d'imbrication entre tenir le spectateur en haleine avec des intrigues fortes, polar et amoureuses, et puis les questions sociétales qu'on met en toile de fond de ces intrigues. Et les feuilletons quotidiens français, notamment Plus belle la vie, en sont devenus les spécialistes, mais les Américains le font très très bien depuis 70 ans maintenant aussi au sein de leur série. C'est effectivement devenu une spécialité française depuis le début du siècle, on va dire à peu près. Alors, ça a vraiment commencé le carton avec le gros carton de Plus belle la vie en 2004, mais il y avait déjà eu plein de tentatives, puisque nous, on découvre le genre dans les années 80 avec Santa Barbara, qui arrive sur TF1, et il y a plusieurs tentatives de feuilletons quotidiens qui sont lancées et qui ne marchent pas très bien. On se souvient de Riviera sur TF1, Cap des Pins sur France 2, mais il faudra attendre le succès de Plus belle la vie pour que ça fonctionne bien. Et encore, pendant très longtemps, Plus belle la vie va être le seul feuilleton quotidien à vraiment fonctionner. Il faudra attendre ensuite 2017, ce qui est très très tard par rapport à nos voisins européens, pour que Demain nous appartient vienne compléter le tableau et qu'après toutes les chaînes se mettent à vouloir avoir leur feuilleton quotidien, puisqu'on le dira peut-être, mais M6 a aussi en ambition un feuilleton quotidien et les plateformes semblent vouloir s'y mettre Parce aussi. qu'effectivement, pour l'instant, il y en a donc 3 dans le groupe TF1. Plus belle la vie, encore plus belle, donc qui a été lancé en janvier. Demain nous appartient, Ici tout commence. Et en plus, une sur France 2. Et une sur France 3 maintenant. Sur France 3. Parce qu'ils ont récupéré le créneau de Plus belle la vie, donc Un si grand soleil. Et puis voilà, et puis en attendant peut-être d'autres projets, puisque TF1 avait laissé entendre à sa conférence de rentrée au mois de juillet que peut-être il y en aura un 4e, donc voilà. Jamais assez de feuilletons quotidiens. Tu as évoqué un peu le casting qui est gargantueux, on y reviendra. Je voulais qu'on parle de la conception, Stéphanie, de ces feuilletons. J'imagine que c'est quand même une énorme machine. On parle d'un nombre d'acteurs conséquent. J'imagine qu'il faut des scénaristes aussi en grand nombre pour imaginer tous les jours
une nouvelle intrigue, un nouveau rebondissement pour ces feuilletons? Oui, absolument. En fait, le travail qui consiste à produire un feuilleton quotidien, c'est ce qu'on appelle de la production dite industrielle. Mmh. En fait, il faut avoir en tête qu'un feuilleton quotidien, ça mobilise entre 200 et 250 personnes chaque jour de l'année. D'accord, Donc oui. c'est une PME. Enfin, c'est une grosse C'est PME. une très grosse PME même. C'est une très grosse PME, d'où la complexité d'ailleurs de produire ce type de programme et le fait que Newen aujourd'hui produise 3 des feuilletons existants sur les 4 en France. Vous arrivez ça à mutualiser? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui travaillent sur les 3 feuilletons en même temps ou qui passent de l'un à l'autre? Alors, il n'y a pas de comédiens qui travaillent sur les 3 Oui, feuilletons en les même comédiens, temps. j'imagine que non, La effectivement. Peut-être les mutualisation, scénaristes, non. non? La mutualisation, elle existe sur un certain nombre de fonctions dites support, Mmh. ressources humaines, finances, juridiques évidemment. Mais en réalité, c'est des entreprises qui ont des contextes qui sont différents. Donc en fait, peuvent avoir des problématiques proches, mais en fait, ils travaillent séparément. Donc la mutualisation sur les feuilletons est un mythe. En revanche, c'est des process et des méthodes de travail qu'on applique aux différents contextes en fait. Donc on comprend que c'est quand même très différent de produire une série, on va dire, classique avec une saison de 10 ou 20 épisodes qui revient tous les ans. C'est plus lourd forcément aussi, ça veut dire que plus d'anticipation, plus de préparation. Ah, comment dirais-je? C'est un système qui est vraiment différent, mais par ailleurs, quand vous avez affronté tous les sujets et toutes les problématiques qui existent sur le feuilleton, après produire une fiction de Prime me paraît un peu du gâteau. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus artisanal. Nous, on est vraiment dans un process d'anticipation. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous commençons à écrire, enfin les auteurs commencent à écrire les histoires 6 mois avant le moment où le spectateur va pouvoir voir l'épisode. Donc il s'écoule Donc- 6 mois entre le moment où on va imaginer Oui. un bout du scénario. Après, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois pour le peaufiner, le produire, le tourner, le monter, l'enregistrer, etc. Absolument. Et après diffusion. Tout à fait. En fait, si vous voulez, encore une fois, ce sont des phases industrielles. C'est-à-dire que c'est comme la construction d'une automobile. En fait, il y a des phases qui sont extrêmement claires. Ce n'est pas ce que j'appellerais de l'artisanat. Donc, en fait, on écrit en amont ce qu'on appelle les arches principales, Mhm. les histoires principales. Et ensuite, tout ça, bien sûr, main dans la main avec l'éditeur, TF1 en l'occurrence, mais la validation de la chaîne à toutes les étapes. Mhm. On va écrire donc en amont les histoires principales, puis on va écrire ce qu'on appelle les séquenciers dans lesquels il va y avoir la manière dont on va travailler les arches principales et les arches dites secondaires. On va dialoguer et on va préparer le tournage, on va tourner et on va post-produire. Donc tout C'est ça ce est très qui est- rythmé. Effectivement, j'imagine qu'il demande beaucoup de préparation, presque millimétrée, militaire presque peut-être, j'imagine. Vous avez parlé des auteurs. Il y a combien d'auteurs sur une série, par exemple, si je prends Plus belle la vie, encore plus belle, par exemple, c'est... En fait, on travaille sur un feuilleton qui est diffusé à l'année. Vous avez à peu près, allez, on va dire entre 25 et 30 auteurs dans l'année qui vont se succéder. Sur un épisode en particulier, vous avez une quinzaine d'auteurs concernés. Voilà. Ah oui, Qui est vraiment sur un seul épisode, il peut y sur avoir un seul jusqu'à 15 épisode, auteurs. absolument. Parce que, encore une fois, pour pouvoir travailler de façon industrielle, et quand je dis le mot industriel, c'est pas un gros mot, hein, c'est de la création industrialisée, comme Hollywood, c'est de Ouais. la création Oui, tout à fait. industrialisée. Et en fait, les auteurs en fait, sont divisés par spécialisation. Donc vous avez des gens qui écrivent les arches principales, vous avez des auteurs qui écrivent ce qu'on appelle les séquences, vous avez des auteurs qui écrivent les dialogues, et vous avez un chef d'orchestre, une chef d'orchestre en l'occurrence sur deux feuilletons sur 3, qui s'appelle un directeur ou une directrice de collection. D'accord, oui. Donc effectivement, on comprend bien que c'est quand même quelque chose de très, très organisé qu'il faut produire très longtemps en amont avec beaucoup de gens. Est-ce que justement le fait de mettre, Alex, autant d'auteurs au service de cette création, ça donne des scénarios qu'aujourd'hui, on voit les théories de fans qui émergent après chaque épisode sur Internet, etc. Les gens se passionnent aujourd'hui pour ces feuilletons. Tu l'as dit, ça a mis du temps à démarrer, mais aujourd'hui, les Français raffolent de ces feuilletons quotidiens. En tout cas, je pense que je sais pas si c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de scénaristes. Ça, c'est dû, comme le disait Stéphanie, au fait qu'il y a une industrialisation nécessaire. Et j'ai envie de dire, dans un système télévisuel qui serait normal, comme aux États-Unis, en Angleterre, c'est quelque chose qui devrait même être mis en pratique sur d'autres formes de programmes de télévision, en tout cas de séries. Par contre, effectivement, le fait que la série rentre chez soi tous les jours,
à heure fixe, sans tenir compte de l'actualité, sans tenir compte des vacances, comme tu le disais, des fêtes, etc., crée une espèce de proximité avec le spectateur qui le fixe en fait devant son écran de télévision ou devant sa plateforme de streaming et qui fait qu'il devient lui-même, entre guillemets, acteur du programme qu'il regarde, et il y a une forme évidemment, il crée une interaction. Ça a permis aussi de rajeunir sur les chaînes de télévision le public de ces chaînes de télévision qui était souvent un public plus âgé. C'est un public jeune qui regarde ces En feuilletons tout cas, il y a une quotidiens. partie du public, oui, parce que les personnages il y a des personnages jeunes dans ces séries-là, et les auteurs ne les ont pas oubliés, et donc ça a permis de rajeunir un petit peu la cible, en tout cas de fidéliser une partie de ce public qui est jeune via les plateformes de streaming pour le replay. TF1 le rappelait, les 3 feuilletons quotidiens constituent parmi les plus beaux scores d'audience sur TF1+, qui a été lancé l'année dernière, notamment Plus belle la vie, qui fonctionne très très bien sur leur nouvelle plateforme de streaming. C'est quoi les ressorts, Stéphanie, justement, pour maintenir, j'ai envie de dire, une fidélisation sur le long terme, puisqu'on parlait de Plus belle la vie, donc qui a été certes relancé, mais qui était un feuilleton qui durait depuis longtemps. Les autres feuilletons que vous produisez ont aussi plusieurs années derrière eux. On le dit souvent sur ce plateau qu'on n'a jamais le temps de tout regarder à la télé, il y a tellement de séries qui sortent, etc. Les gens qui regardent ces feuilletons sont là parfois depuis 5, 10 ans, tous les jours. 20 ans. 20 ans, même pour Plus belle la vie, tous les jours devant leur télé ou en replay maintenant sur les plateformes. Comment est-ce que vous faites pour les garder aussi longtemps ? Déjà, on va se le dire très honnêtement, le talent de tous les gens qui travaillent sur ces productions. En fait, ce sont des talents cachés, parce qu'ils ne sont pas forcément connus. Ceux qui sont connus, c'est les comédiens, donc on connaît leur talent. Mais tout le décor, tout l'arrière-cour n'est pas connu. Mais tous les auteurs avec lesquels on travaille sur les feuilletons, c'est des gens qui sont talentueux et engagés. Et en fait, ça va être le point commun de toutes nos équipes. Ce sont des gens qui sont talentueux, engagés et fiers de travailler pour les feuilletons. Ensuite, il y a aussi un vrai sujet, c'est que le feuilleton, c'est un genre qui n'est pas du tout snob. Donc, les différentes équipes qui travaillent sur les feuilletons sont des gens qui sont très à l'écoute du public, des vrais gens, si vous me permettez l'expression. Et donc, la longévité aussi, c'est savoir écouter les fans, c'est savoir prendre le pouls aussi de la société française. Ce que je veux dire, c'est parler en fait des gens aussi, tout simplement. Tout à fait. Et ça, c'est très important. En fait, on a le rôle d'un feuilleton, c'est divertir, c'est se permettre aussi de susciter le débat dans les familles, pas forcément de façon frontale, mais en abordant un certain nombre de sujets de société. Ça peut être par le biais de la comédie, mais on peut aborder énormément de choses par le biais de la comédie. Donc, en fait, on accompagne les gens parce qu'on a envie d'être proche d'eux. Nous, on n'est pas en surplomb, en fait. Vous l'avez dit, à ces sujets, on a aussi parlé un petit peu du casting, je raconte un peu là-dedans. C'est, j'imagine, une étape décisive quand on choisit autant d'acteurs en se disant que c'est pas pour juste une saison et on verra si ça marche. C'est quand même pour se dire, potentiellement, ils sont encore là dans 5 ans, dans 10 ans avec nous, dans leur rôle. Ils vont devoir prendre un rôle. Enfin, c'est des acteurs qui n'ont pas forcément le temps de jouer autre chose ailleurs, forcément, vu le temps que ça leur prend. Ils vont devoir être le personnage. Comment est-ce que c'est une phase que vous approchez quand vous créez un feuilleton quotidien ? Alors, déjà, la première approche, avant de caster, c'est d'avoir un bon personnage. C'est quand même la base. Parce qu'un personnage bien caractérisé, ça va permettre aux comédiens de se glisser plus facilement dans le rôle. Ensuite, les phases de casting, en revanche, elles sont assez classiques. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on caste des personnes qui vont travailler sur des feuilletons quotidiens, comme on va caster des comédiens qui vont travailler sur du prime ou du cinéma. Il n'y a pas beaucoup de différence. Le vrai sujet, c'est plutôt l'envie ou pas des comédiens de travailler sur ce type de production. Oui, ça nécessite de s'engager pour eux. C'est un engagement, c'est beaucoup de travail. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'encore une fois, comme on travaille de façon industrielle, en cinéma, on va tourner 1 ou 2 séquences par jour. Sur une fiction de prime, un comédien va tourner 3-4 séquences par jour. Nous, on peut tourner en moyenne, on va tourner 4-5 séquences par jour, mais on peut demander à un comédien de tourner 8 séquences par jour. Okay, donc, oui, c'est un engagement et c'est un niveau de travail qui est vraiment important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, je tire mon chapeau aux comédiens de feuilleton. C'est pareil, ça ne se sait pas forcément, mais c'est des très très gros bosseurs. D'autant que ce ne sont en général des gens qu'on ne connaît pas, on va dire nous le public, c'est pas des visages connus au début. Alors ça dépend, c'est-à-dire qu'Ingrid Chauvin, je peux pas vraiment dire que... Voilà. C'est-à-dire Ingrid Chauvin est un peu l'exception. Ingrid Chauvin, Frédéric Diffenthal, Vanessa Demouy, Catherine Marchal, Elsa Lunghini. Quand même ces quelques têtes. On a toujours besoin, enfin en l'occurrence ça va dépendre du feuilleton, mais en tout cas pour Demain nous appartient et pour Ici tout commence, on a eu un choix aussi d'avoir des têtes de pont.
avec Benjamin Baroche aussi, qui Mhm. était pas forcément quelqu'un qui était connu de nom, mais qui était connu de visage. C'est-à-dire que Benjamin, c'était un comédien qui avait joué dans énormément de choses. C'est le premier comédien, pour info, qu'on voit dans voilà, le film des frères de Toledano Nakache, Intouchable. Intouchable. C'est le premier comédien qu'on voit dans Intouchable. Voilà, donc, bon, il y en a qui sont connus, il y en a qui ne sont pas connus. On a des castings qui sont de tous âges. Voilà. Et puis, il faut comprendre quand même que par rapport aux séries américaines Mhm. du même genre, c'est pas un horaire similaire. C'est-à-dire que chez nous, ils sont diffusés quand même en fin de journée, vraiment en access. Ça veut dire Ouais. que les enjeux de ces feuilletons-là sont considérables en termes de place dans les chaînes. Ils font parfois même plus d'audience que des séries de prime time sur les mêmes chaînes. Ça veut donc dire que vous pouvez pas avoir les mêmes têtes de pont pour attirer sur le programme que, par exemple, quand vous faites aux États-Unis les Feux de l'amour qui sont diffusés en début d'après-midi et qui ont pour but de séduire la ménagère qui est chez elle. C'était historiquement le cas pour ces feuilletons-là. Mais ce que disait Stéphanie est hyper intéressant. Et en plus de ça, sur les comédiens, ce qui est considérable, c'est que le feuilleton quotidien n'est pas un genre snob. Par contre, c'est le genre vers lequel on fait preuve de le plus de snobisme sur les comédiens. C'est-à-dire que la question que se posent les comédiens, on va se le dire, c'est est-ce que j'ai envie d'être identifié ou pas avec ce genre de programme? Parce que je sais que quand j'y rentre peut-être pour 5, pour 10 ans, voire même plus, et que ça, pour certains, ils le disent, ça leur coupe d'une partie du métier qui ne veut pas faire tourner ce genre de comédiens, alors que ce sont parmi les meilleurs comédiens du moment parce qu'ils ont une quantité de texte incroyable à apprendre et ils doivent être bons quasiment instantanément à la minute où ils rentrent sur le plateau. Et d'où il vient ce snobisme? Est-ce que c'est parce que du coup ils sont trop identifiés à leur rôle? On se dit c'est forcément les gens vont voir Non. On est en X France. de... Parce qu'on est en Ouais. France On et est en que France. et que il faut pas se mentir, le feuilleton quotidien renvoie à un autre genre plus large qu'est le soap, Mhm. qui s'est traîné une image, alors que le soap aux États-Unis et en Angleterre, c'est le genre pionnier de la télévision. C'est celui qui a fidélisé le public via les chaînes de Le soap, télévision. je me donne un exemple. Amour, gloire et beauté, Les Feux de l'amour, voilà, Santa Barbara, ce que je disais tout à l'heure. Et ils ont eux-mêmes créé un style d'écriture et un style de tournage qui est bien particulier, qui a été raillé pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, c'était très compliqué de faire du soap derrière parce qu'on se disait, on va pas faire les choses comme eux, donc on essaie de trouver autre chose. Et les feuilletons quotidiens ont réussi à trouver, français, une identité qui est propre, c'est-à-dire de bien filmer avec peu de moyens et peu de temps par rapport à une autre production. Et c'est vrai que ce cachet qu'on voit à l'image, quand vous regardez Demain nous appartient ou Ici tout commence, vous voyez pas la même image que quand vous regardez Amour, gloire et beauté. Pourtant, c'est quasiment les mêmes types de feuilletons. Mais voilà, il y a ce plus que apporter les feuilletons quotidiens de par, entre guillemets, leur exposition en access prime time, voire Un si grand soleil, c'était quasiment du prime time tous les soirs. Il y a les lieux aussi qui sont hyper importants. On se rend compte, bon, évidemment, Plus belle la vie, c'est l'évidence, mais c'est le cas aussi des autres feuilletons. Mm. Ils sont devenus identifiés à ce lieu. C'est aussi un choix très fort au début ou juste vous choisissez une ville en fonction. Enfin, Non, c'est un choix c'est un choix fondateur. ouais. Là, c'est un choix fondateur parce que le lieu, c'est aussi un des héros du feuilleton. Et c'est un héros qu'on va voir tous les jours. C'est-à-dire que vous avez des comédiens que vous allez voir peut-être sur, la moitié des épisodes, mais le lieu, vous allez le voir sur 100% des épisodes. Donc le lieu, il est hyper important. Donc le premier critère de choix du lieu, c'est la météo. On tourne toute l'année. Il faut qu'il fasse beau. Donc, il faut essayer de maximiser l'échange pour qu'il fasse beau temps. Donc, c'est pour ça qu'on tourne dans le sud. Moi, je rêverais de tourner dans plein d'autres endroits en France. On a un vrai sujet météo. Quelle part est tournée en extérieur, en décor naturel, j'ai envie de dire, ou en décor construit? En fait, ça dépend sur les 3 feuilletons, ça dépend. Ici, tout commence, c'est 100% de décor dit naturel. D'accord. Il n'y a pas de studio, ça n'existe pas sur Ici, tout commence. Sur Demain nous appartient et sur Plus belle la vie, on a une partie tournée en studio et une grande partie qui est tournée en extérieur. D'où l'importance effectivement de ce choix de ville, puisque on va pas reproduire des choses. Il faut que la ville serve chaque jour. La ville, elle doit avoir un cachet. C'est comme un comédien. La ville, elle doit avoir quelque chose qui fait que tout de suite on la reconnaît. Bon, c'est la grande force quand on regarde Marseille ou Sète, par exemple. Marseille, je connais pas. Enfin voilà, Marseille, même des gens qui n'ont jamais été à Marseille. Vous montrez une photo de la Bonne Mère et du Vieux-Port, les gens vont à peu près l'identifier. Sète, c'est quand même assez particulier. Ces canaux, cette vision à 380 degrés sur l'eau, parce qu'il y a les Tonto d'un côté, les ponts, la Méditerranée de l'autre, les différents ponts. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis on a le héros majeur de Ici tout commence, qui est le château de Calvière, qui est à Saint-Laurent-des-Gouzes.
qui est quand même un lieu Splendide. absolument incroyable. Et ça devient une source de tourisme derrière, parce qu'on voit à Marseille, à Sète, il y a des tours qui sont organisés maintenant dans la ville, sur les lieux, etc. Quand on va à Saint-Laurent-des-Gousses, au château de Calvière, vous arrivez, moi j'y suis allé une fois, vous arrivez devant le château toute la journée. Vous avez des fans qui sont là, qui attendent que les comédiens sortent. Et vous avez quelques comédiens, je pense à Zoé Srévrin ou d'autres, qui viennent les rencontrer régulièrement dans la journée pour faire des photos, pour aller à leur rencontre. Donc oui, non, mais c'est considérable le monde qu'il peut y avoir sur ces tournages. Est-ce qu'il y a des villes qui vous appellent pour vous dire on aimerait bien que vous veniez faire un feuilleton chez nous? Dans des villes qui nous appellent, non, mais que quand on travaille sur des repérages sur un feuilleton et qu'on va travailler avec les mairies, parce qu'elles sont primordiales, on est toujours très bien accueillis. J'imagine, effectivement. C'est une vraie. Il y a des retombées économiques énormes. Je vais vous donner un exemple très, très concret, parce que c'est le dernier en date, en fait. Lorsque on a lancé Plus belle la vie, encore plus belle, Ouais. il se trouve qu'on a choisi de tourner sur une place réelle, c'est un décor naturel, qui se trouve dans une ville qui s'appelle Allo, qui est une ville contiguë à Marseille. Bon, on a eu un accueil absolument formidable de la mairie, et ils sont, je crois, vraiment fiers d'être montrés tous les soirs à la télévision. Ils ont organisé un premier circuit touristique cet été qui a cartonné. On parlait justement du relancement de Plus belle la vie, donc a commencé en janvier avec le lancement de TF1+, qui était le produit d'appel presque de TF1+, quand ça a été lancé, avec la possibilité de retrouver les épisodes, il me semblait même avant la diffusion. Les 2 suivants sont avant la diffusion. Exactement. Quel bilan on peut tirer, Alex, au bout de 9 mois maintenant? Excellent. Ouais. Excellent, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une source d'abonnement. Parce qu'il y a TF1+, qui est gratuit, Oui. mais pour avoir accès à ces épisodes bonus, il y a le petit supplément qui permet aussi de ne pas accéder au programme avec de la publicité. Et en tout cas, les audiences des feuilletons quotidiens, des 3 feuilletons quotidiens, mais de Plus belle la vie notamment, sont très très bonnes. Plus belle la vie est redevenue l'énorme succès qu'elle a été à une époque, à une case horaire où, il faut être franc, il faut faire son mea culpa, on n'y croyait pas forcément beaucoup au départ, parce qu'on s'est dit lancer une série en début d'après-midi, ça va être compliqué, et forcé de constater que c'est une vraie réussite. Mais je pense que si c'est une vraie réussite et si les gens s'y abonnent et sont au rendez-vous, c'est aussi parce que, moi je trouve, la relance de Plus belle la vie a été une vraie réussite aussi artistiquement, c'est-à-dire qu'il y a les histoires qui sont prenantes, que les personnages ont retrouvé le plaisir de jouer ensemble, et moi je trouve que les intrigues qui se succèdent depuis janvier sont extrêmement addictives, extrêmement prenantes et extrêmement réussies. Vous aurez une pensée en voyant l'épisode de demain soir de Plus belle la vie qui se termine sur une très très belle séquence de femmes, et pour constater ce qu'on peut faire dans du feuilleton quotidien. J'imagine qu'il y avait beaucoup de pression autour de ce lancement, parce que c'était quand même une des séries préférées des Français. J'imagine que vous êtes soulagé aujourd'hui de voir que le public est toujours au rendez-vous, quelque part. Soulagé, je dirais pas soulagé, parce que soulagé, il y a un côté douleur. Moi, je dirais surtout fier. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une fierté collective. Après, il y avait un enjeu qui était énorme, parce que c'est une marque qui a été arrêtée par le service public il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans et demi de ça. Donc ça a été humainement, ça a été très dur. On a détruit les décors, et ensuite le groupe TF1 nous a dit qu'il avait envie de pouvoir travailler sur la force de la marque, tout en faisant une adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas travailler un feuilleton de la même manière quand on le fait pour France 3 ou pour TF1. Donc il y avait un enjeu énorme. Donc on a vraiment tout remis à plat. On a changé tout, et notamment la valeur de production. Et ça, je remercie Alexandre de l'avoir remarqué, mais ce qu'on fait sur Plus belle la vie, encore plus belle, esthétiquement, n'a rien à voir avec ce qu'on faisait sur le Plus belle de France 3. On a changé une partie des équipes, on a 50% de nouveaux personnages, 100% de nouveaux décors. Enfin, en fait, on est reparti quasiment d'une feuille blanche. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et si je peux me permettre juste une petite remarque, moi ce que je trouve, il faut quand même souligner, parce que là on parle effectivement des équipes de Newen qui ont fait un travail formidable, il faut quand même souligner le travail, le courage de TF1 aussi, parce que c'est une chaîne commerciale qu'on raille souvent pour sa non prise de risque. Lancer Demain nous appartient en 2017, à une époque hyper concurrentielle, c'était pas gagné. Il lance Ici tout commence, quand même il faut se replonger. 3 mois après le confinement. À une époque où il fallait prendre le risque de se relancer, et là ils s'attaquent à une reprise où ils ont que des coups à prendre en reprenant Plus belle la vie, ils le font, c'est un succès. Ça suppose quand même qu'il y ait une chaîne au moment donné qui fasse confiance à des équipes de production pour relancer ce programme là, et je trouve qu'on se moque souvent et on critique souvent TF1, il faut quand même souligner que là ils ont fait preuve aussi de beaucoup de courage de relancer ces 3 feuilletons. Et qui montre qu'effectivement les gens sont au rendez-vous avec les feuilletons quotidiens, encore de beaux jours devant eux. On disait M6, ça se projette dans les cartons qu'on verra peut-être bientôt. Et Disney Plus aussi, avec un telenovelas. Tout à fait.
espagnole, produite en Espagne, qui est la première tentative, je crois, d'une plateforme de streaming de lancer un feuilleton quotidien. On va voir aussi ce que ça donne. Ce sera intéressant aussi sur le plan industriel, je pense, de voir comment Disney+ va produire ça. Des feuilletons aussi passionnants que ce débat, disons-le, mais malheureusement, il faut qu'il tire sa révérence. On va passer à nos séries de la semaine. C'est la deuxième partie. Voilà, 2 invités, 2 recos de séries pour terminer cette émission. J'ai commencé avec toi, Alex, puisque tu vas nous parler. On va rester dans les séries françaises. Oui, je suis désolé. Série qui s'appelle Nos vies en l'air, qui va bientôt sortir sur France TV /. Donc c'est une des plateformes du groupe France TV, on va dire, dédiée à la création. Ça arrive le 25 octobre. C'est une petite pépite. Moi, je l'ai découvert. Elle a été nommée au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Pour faire simple, s'adapter d'un roman éponyme qui raconte l'histoire de 2 ados qu'on voit en photo derrière toi. 2 ados qui sont un peu brisés. Et en fait, quand la série commence, on va retrouver la jeune femme sur un toit. Elle est prête à se jeter dans le vide. Elle a envie d'en finir. Elle est harcelée au lycée. Et il y a un jeune homme qui apparaît derrière elle, qui visiblement avait eu la même idée. Mais on ne peut pas se jeter du haut d'un toit en même temps. Donc, il essaie de la sauver, en fait. Il va la tirer vers la vie. Il part d'un principe, c'est qu'ils vont profiter de la nuit pour essayer de se redonner une chance et de redonner une chance à la vie. Et ils font un pari. S'il y a au petit matin, ils envisagent qu'il n'y a pas d'autre solution quand même que de continuer à en finir, ils le feront ensemble. Et donc c'est comment ces deux êtres qui semblaient tout perdus alors qu'ils avaient la vie devant eux vont se retourner vers la lumière, vont essayer de se sauver ou pas mutuellement. C'est aussi 2 comédiens absolument fantastiques qu'on va découvrir dans cette série, notamment la jeune femme Inès Kermas, qui est formidable, c'est son premier rôle à la télévision. Elle est bluffante, elle est touchante, elle est toute en émotion. Enfin bref, moi j'ai pris vraiment un coup de poing avec cette série en 8 fois 25 minutes sur France TV /. C'est beau, c'est pas tire-larme et en même temps c'est hyper bien écrit et réalisé. Voilà, c'est un petit bonbon à découvrir sur France TV /, qui à mon avis va bien vous retourner. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Ça donne très envie. C'est à partir du 25 octobre. Voilà, donc prenez note dans vos agendas. Ça arrive très bientôt. Stéphanie, vous avez choisi de nous reparler d'une série qu'on connaît. Globalement, ça fait même longtemps qu'on la connaît. C'est pas un feuilleton quotidien, mais ça fait 20 ans qu'elle existe, plus de 20 ans maintenant. C'est Grey's Anatomy. Pourquoi est-ce que c'est une série qui vous tient à cœur ? Alors, pour des tas de raisons. D'abord, pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, Grey's Anatomy est une série de prime time qui a une image incroyable, qui a une image très premium. Grey's Anatomy, ce n'est que du soap. Donc, on parlait tout à l'heure du snobisme français vis-à-vis du soap. Mais enfin, Grey's Anatomy, c'est des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des émotions fortes. Donc, déjà, quand on travaille sur le feuilleton, en fait, Grey's Anatomy peut être très inspirant. Enfin, c'est un feuilleton médical, mais ça peut être très inspirant. Et en plus, pour des raisons personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est une série que j'ai regardée à son démarrage et dont je suis tombée follement en amour d'un point de vue audiovisuel dès le premier épisode. C'était un casting de fou. C'est une série qui est drôle. C'est une série avec une bande musicale incroyable aussi, ce qui n'était pas... la bande originale de la BO de Grey's Anatomy, c'est de la balle. Moi, c'était un peu ma Madeleine. C'était le moment où j'avais le droit de pleurer devant mon écran Grey's Anatomy. Et la saison 21 vient de commencer aux États-Unis. Elle va arriver donc, sur TF1 dans les prochains mois. Est-ce qu'après 21 saisons, vous retrouvez toujours les mêmes émotions ? Alors, moi, non, j'avoue. Mais ça, c'est assez normal. J'ai envie de vous dire, en réalité, il y a toujours sur ce type de série une rotation. On regarde pas, c'est valable sur le feuilleton aussi, on ne regarde pas pendant 20 ans tous les épisodes d'une série. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, moi, je suis nostalgique, j'assume, moi, je suis nostalgique des 15 premières saisons, ce qui est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, oui. Voilà, moi, à partir du moment où le docteur Mamour est mort, ma vie s'est arrêtée. La vie de beaucoup de gens s'est arrêtée. Oui, mais je comprends. Je pense. Voilà. C'est intéressant parce que Grey's Anatomy, c'est vraiment une série qui revient souvent chez les créateurs de feuilletons quotidiens en France, de voir que c'est possible de faire. Et si c'est bien vu, c'est aussi parce que c'est du prime time, on va pas se mentir. Le prime time est toujours beaucoup plus noble, évidemment, bien sûr, que le quotidien. Qui fait le pont peut-être entre les séries telles qu'on les produit aujourd'hui et les feuilletons quotidiens. Ah oui, aux États-Unis, ils ont un feuilleton qui existe depuis 60 ans qui s'appelle General Hospital et qui est un peu l'ancêtre de Grey's Anatomy. Donc,
Ils savent très bien faire ça aussi. Donc Grey's Anatomy, c'est à voir et à revoir en intégralité sur Disney+. La saison 21 qui arrive, je le disais, bientôt sur TF1. Merci beaucoup Stéphanie pour cette reco et pour venir nous raconter les secrets de fabrication des feuilletons quotidiens. C'était passionnant. Et merci Alex de m'avoir épaulé. C'était un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait la monter. Ça fait longtemps que je te Ça fait longtemps qu'on est que c'est dans les cartons. On a réussi à la faire. Merci à vous deux. Émission à revoir si vous en avez raté une partie en replay. Vous avez l'habitude sur YouTube, sur le site de Tech & Co, en podcast sur toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.